Lundi 13 novembre 2017, bienvenue à tous. L'actualité sur Sud Télévision, le sommaire. La rencontre tant attendue entre le chef de l'État Patrice Talon et les membres de l'intersyndicale de la santé a bel et bien eu lieu ce samedi, avec à la clé une note de satisfaction. Vous suivrez dans cette édition le compte rendu de Laurent Roland Tonei-Ikes. Point de presse du ministre Alassane Seydou de la Santé, c'est un prélude à la célébration de la 3e édition de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, une semaine qui démarre ce lundi 13 novembre. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, hors du Bénin, Emmanuel Macron rend hommage ce lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, attentat qui avait fait 130 morts. Le président français s'est rendu sur les lieux des attaques en compagnie notamment de François Hollande. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Débarrons cette édition par la rencontre initiée par le chef de l'État, Patrice Talon, ce samedi pour échanger avec les membres de l'intersyndicale de la santé. Durant 3 heures d'horloge, les deux parties ont échangé afin de revoir les différentes positions adoptées ces dernières semaines en ce qui concerne les revendications. Au thème des 10 échanges, les membres de l'intersyndicale sont repartis satisfaits. C'est du moins ce que nous dira Laurent Roland Tonei-Ikes qui a suivi cette rencontre à la présidence de la République. J'ai souhaité donc vous rencontrer ce matin pour comprendre davantage, pour mieux apprécier par moi-même les motivations réelles, les points de blocage qui justifient la persistance de ce mouvement qui est préjudiciable à la vie, qui est préjudiciable à la bonne harmonie dans nos pays, et qui commence à être caractéristique du secteur. C'est par ces mots que le président de la République, Patrice Talon, a planté le décor pour cette séance qualifiée de tous les espoirs pour désamorcer la crise qui secoue le secteur de la santé. Depuis plus de 2 mois, le secteur de la santé est confronté à une série de grèves qui, du coup, a des conséquences fâcheuses sur les usagers de nos centres de santé. Après les mots introductifs du président de la République, les ministres de la Santé et de la Fonction publique ont présenté une synthèse de l'évolution des négociations. Les revendications se résument en 3 ordres. Ordre financier, lié aux primes, ordre institutionnel, lié aux réformes et ordre administratif lié à la situation des agents non payés depuis 2008 pour certains et 2014 pour d'autres. Après quelques minutes d'échange, un accord sera trouvé pour le premier point d'ordre financier. Quand on règle le problème de prime de risque, avant de passer à la deuxième tranche de prime de motivation, pour que ça ne reste pas totalement à la fin de l'échéance. Ce point est évacué sous réserve que sur les autres points, nous parvenons à nous comprendre. C'est bien ça? Ok. Je vous en remercie. Quant au second point relatif aux revendications d'ordre institutionnel et principalement liées aux réformes, le président de la République n'est pas d'accord avec l'intersyndicale et il ne le cache point. Je ne vous comprends point. Pas du tout. Vous inscrivez comme motif de grève le fait que le gouvernement exprime une intention d'opérer des réformes dans le secteur. Ce qui est annoncé, ce qui va être fait, même si cela relève d'un non-sens pour vous, et que cela peut être contraire à vos intérêts, ce qui vous est permis de faire, c'est de protester. À l'occasion de réunions, de rencontres, de rendez-vous, d'audiences, ou à l'occasion de manifestations publiques. Et ça se passe dans bon nombre de pays dans le monde. Les membres de l'intersyndicale ont expliqué n'avoir pas été suffisamment informés sur les réformes. Ils ont par ailleurs évoqué la nécessité pour eux d'être impliqués dans le processus de réforme et de mise en œuvre. Ce à quoi le président de la République accédera, mais trouve toutefois incompréhensible que des citoyens perdent la vie alors que des réformes sont juste annoncées. Quant au troisième point d'ordre administratif, le président de la République a donné des instructions aux ministres sectoriels afin que les négociations puissent évoluer. Au thème de la rencontre, un terrain d'entente a été trouvé entre le gouvernement et l'intersyndicale. De toute façon, Adolphe Roussou et ses collègues repartent satisfaits de cette séance qui, selon eux, a été une occasion de franche discussion pour la paix dans le secteur de la santé. Ils ont par ailleurs invité le chef de l'État à communiquer sur ses actions. Cela lèvera certains doutes qui éventuellement peuvent conduire à des situations fâcheuses comme c'est le cas dans le secteur de la santé depuis plus de 2 mois.
Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, a donné un point de presse en prélude à la célébration de la 3e édition de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques prévue pour la période du 13 au 19 novembre, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Cette Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques a pour thème demander conseil à un professionnel de la santé qualifié avant de prendre des antibiotiques. Suivons à présent un extrait des propos du ministre de la Santé, Alassane Seydou, au cours de son point de presse. Il est au micro de Carnot François Roumeli-Rintor et Damien Pedro. La résistance aux antimicrobiens, notamment aux antibiotiques, constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale et le développement. Un nombre croissant d'infections, surtout bactériennes, devient difficile, voire impossible à traiter du fait de la perte d'efficacité des antibiotiques utilisés pour les soigner. La résistance aux antibiotiques entraîne une prolongation du temps d'hospitalisation des malades, une augmentation de la charge financière pesant sur les familles et la société, ainsi qu'une hausse de la mortalité globale. On estime à plusieurs millions le nombre de décès liés à la résistance aux antimicrobiens, même si l'ampleur du problème, notamment son incidence réelle et son coût socio-économique, reste encore mal connu dans les pays africains, dont le Bénin. Selon des projections, si rien n'est fait d'ici à 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait entraîner 10 millions de décès chaque année et une réduction de 2 à 3,5% du produit intérieur brut. Les manifestations de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques au Bénin, que mon département, au nom du gouvernement, a initié, visent à mieux faire connaître le problème de la résistance aux antibiotiques. Elles seront également une occasion pour promouvoir des mesures simples de prévention des infections, notamment l'hygiène associée aux soins. Ainsi, je voudrais inviter chaque partie prenante à jouer sa partition. À toute la population, je demande de n'utiliser les antibiotiques que lorsqu'ils vous ont été prescrits par un médecin ou un professionnel qualifié. Respecter la posologie des antibiotiques et éviter l'automédication sous toutes ses formes. Aux professionnels de la santé humaine, respecter les protocoles et recommandations de bonne prescription des antibiotiques. Aux acteurs de santé animale, ne donner des antibiotiques aux animaux que sous contrôle vétérinaire et renforcer la vaccination. Quant à moi, je m'engage en collaboration avec mes pairs et avec l'appui des partenaires techniques et financiers à la mise en place d'un plan d'action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens et renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention et contrôle des infections. Claudine Nafiavi-Prudencio, députée de la 6e circonscription électorale, accompagnée d'une forte délégation de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, parti politique dont elle est la présidente, s'est rendue ce samedi à l'école primaire publique de Dekungbe pour accomplir son devoir citoyen qui consiste à se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP. Le point avec Carole Olaye et Fiacre Voitan. Donner l'exemple à suivre à ces militantes et militants, population de la 6e circonscription électorale en particulier et celle béninoise en général, c'est ce à quoi s'est attelée la présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, en se faisant enrôler à l'école primaire publique Nyekenji de Dekungbe. L'honorable Claudine Nafiavi-Prudencio, soumise à chaque étape du processus de l'enrôlement, faite de la collecte des données personnelles, de l'enregistrement biométrique et de la prise de photos, s'acquitte ainsi d'un devoir civique que constitue le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP. Si nous voulons devenir un pays émergent, il faut passer par là. Les pays qui sont émergents aujourd'hui sont passés par là. Il faut que les gouvernants sachent quand même qu'ils sont à l'intérieur du pays. Les nationaux, de même que les étrangers qui sont là. Si vous ne connaissez pas ces personnes, mais vous pouvez abriter des djihadistes, vous voyez. Donc le RAVIP est une très belle idée
que le président Patrice Talon a emmené. Il y a des opposants qui disent « N'allez pas faire le RAVIP ». J'ai demandé à mes militants de ne pas suivre ça. Bien avant l'accomplissement de cet acte citoyen, Claudine Afiavi-Prudencio et quelques responsables de l'UDBN ont sensibilisé environ 300 militants et militantes devenus des ambassadeurs du RAVIP dans leurs localités respectives au siège du parti à l'usine d'engrais de Cotonou. Une séance d'échange qui s'est déroulée dans la langue fond pour permettre une meilleure compréhension des avantages du RAVIP. Et Donablo Tanda. Pour ces responsables, le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP est plus qu'une nécessité. Sans le RAVIP, nous ne pouvons pas avoir une planification à long terme pour le pays. Tout ce que nous avons à faire dans le pays, que ce soit les centres de santé, les écoles, les routes, sont basés sur la connaissance de l'effectif de la population béninoise. La population béninoise est composée des nationaux et des étrangers. Et donc c'est l'ensemble, la connaissance de l'ensemble de cette population qui peut nous permettre de faire une planification à long terme et mettre les infrastructures à disposition de nos populations pour satisfaire les différents besoins qui sont les nôtres dans le pays. Nous avons nominé les gens et ils ont prêté serment. Donc nous avons des ambassadeurs maintenant dans les 77 communes de notre pays. Ceux-là, leur rôle c'est quoi? C'est de relayer l'information. Et ils doivent, comme je l'ai dit, passer de maison en maison pour propager les bienfaits de ce RAVIP. Ces séances de sensibilisation se sont poursuivies dans la liesse, dans d'autres localités de la commune d'Abomey-Calavi. Sport, le Bénin contraint au match nul ce dimanche au stade général Mathieu Kirikou par la Tanzanie en amical. Score 1 but partout. L'ouverture du score est intervenue à la 31e minute par Stéphane Sesselion, capitaine des écureuils du Bénin sur penalty. Elias Magouri de la Tanzanie a égalisé à la 51e minute. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin des 90 minutes. Voici maintenant les réactions de quelques acteurs de cette rencontre. On a parlé d'un match amical FIFA. Donc un match amical, ça permet de tester des joueurs. Donc on avait envie de mettre une équipe en première mi-temps et une deuxième équipe pour essayer de voir si au cas où on a un souci avec certains, on pourra faire confiance à d'autres. Je pense que le contenu, c'était ça. Quand on parle de match amical, c'est en fait ça, tester et donner la chance à d'autres joueurs. Ça reste quand même un match de football. La première mi-temps était bien. C'est toujours les mêmes joueurs en deuxième mi-temps. Il y a aussi l'état du terrain, il y a la pluie. Il faut comprendre que dans un match de football, on ne peut jamais dominer pendant 90 minutes. On a toujours des temps forts et des temps faibles. Donc nous, on a eu notre temps faible et c'est pour ça que ça a un peu flotté. En deuxième mi-temps, on a essayé de donner la chance aux gamins qui pouvaient un peu amener la fraîcheur. Je ne suis pas satisfait de ma prestation. Je suis surtout, vous savez, comme il a dit Omar, c'est un match amical. Et donc ma prestation, que ce soit bonne ou pas, ça m'est égal, excusez-moi du mot, mais je pense qu'il fallait surtout travailler collectivement, mettre un truc en place, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc moi je préfère plutôt regarder l'aspect collectif à l'aspect personnel. Je suis une pelouse mais qui est catastrophique. Vous voulez qu'on joue au foot? Non, ça voilà. Une pelouse elle est impraticable. On essaie de faire avec, on essaie de donner le maximum. On ne gagne pas. Il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits. Moi ça me désole. Maintenant en ce qui concerne le match le match, oui. Et c'est pour ça qu'on a la chance de faire des matchs amicaux, pour pouvoir en tirer des leçons de tout ça. Aujourd'hui, ce match qu'on a fait, on n'est pas satisfait, nous en premier, parce qu'on vient pour gagner. On ne gagne pas, on ne perd pas, c'est une bonne leçon. Le football, tu ne gagnes pas, tant que tu ne perds pas aussi, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Cette équipe tanzanienne a montré ce soir, elle a été un peu timide en première mi-temps, et en seconde mi-temps, peut-être elle s'est lâchée un petit peu. Je ne sais pas si, de notre côté, s'il y avait un peu de fatigue qui a permis à cette équipe aussi d'imposer son jeu. Mais bon, moi, je trouve que elle a bien joué aujourd'hui, ça fait un beau match de football. On aurait aimé gagner, mais je pense que oui, ils ont été malins, ils ont su jouer, et voilà, ils n'ont pas joué avec la pression. Et voilà. Le plus important, quand on vient jouer un match, c'est de gagner. On vient pour gagner, on ne vient pas pour s'amuser. Mais le plus important ici, c'est qu'il y a des joutes africaines en vue. Donc c'est un match test qui permet de voir déjà comment ça fait de pouvoir jouer à l'extérieur, quels sont les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut analyser. En gros, c'était une bonne expérience. Voilà.
Après les réactions des acteurs du match amical Bénin-Tanzanie de ce dimanche, place maintenant à celle des autorités. On écoute Anjorin Moucherafou, président du comité transitoire consensuel de la Fédération béninoise de football, et Azouad Obeki, ministre en charge des sports. C'est un match amical, un match qui nous permettra de corriger les insuffisances, de voir les forces et les faiblesses de l'équipe pour mieux préparer le match contre le Togo en mars 2018. C'est une rencontre de bon niveau. Le match a été d'un niveau acceptable. On avait en face une équipe bien en place des Tanzaniens et qui ont joué leur jeu. Et je vois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore. Ça veut dire que nous devons continuer par travailler vraiment. Si vraiment nous voulons aller faire le road-up au Togo, il y a quelques réglages à faire. J'espère que l'entraîneur a vu et on a encore 4 mois pour avoir une meilleure équipe pour jouer le Togo. En tant que ministre et supporter de cette équipe, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas gagné le match. On avait souhaité que le dernier match de cette vague de préparation se déroule à domicile. On a voulu que le match soit gratuit, que l'entrée soit libre et gratuite pour le public. Le chef de l'État et son gouvernement ont pris cette décision. Le but était d'offrir la joie à nos concitoyens. Malheureusement, le sport a ses réalités. Et donc, même si en tant que ministre, je suis un peu déçu, en tant que sportif, je suis plus ou moins, on va dire, satisfait parce que le football a ses réalités une fois encore. C'est dommage, on fait un match nul à domicile, mais il faut savoir tirer le son des résultats et continuer à travailler. Il y a quelques jours, on a fait match nul à Brazzaville. Les Congolais étaient certainement dans la même situation psychologique que nous. C'est un match de préparation, on boucle une bonne série, on a eu quelques belles victoires. Il ne faut pas oublier qu'on a battu le Gabon quand même à Marseille. On a battu la Guinée équatoriale, on a fait match nul contre le Congo, on fait match nul contre la Tanzanie à domicile. Je pense que dans l'ensemble, la grande leçon à tirer, c'est qu'il faut continuer à travailler si nous voulons espérer nous qualifier. On va faire un tour maintenant à Bonn, en Allemagne, pour retrouver Antoinette Sabo, qui suit pour nous la 23e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Bonn, où les manifestations ne manquent pas. Ce samedi matin, des centaines de personnes étaient dans les rues. Elles exigent de la part des différents délégués la promotion des énergies renouvelables. Malgré les intempéries de ce samedi 11 novembre 2017, ici à Born, ils sont des centaines de manifestants à occuper les abords du site où se tient la COP23. Un seul message, mettre fin aux énergies fossiles. Il faut mettre fin aux énergies fossiles. Il faut qu'on tourne vers les énergies renouvelables. J'ai compté la peau de cet animal. C'est vrai, c'est pas en Afrique. Mais aujourd'hui, ce sont des espèces qui vont disparaître à cause du changement climatique. Et il faut qu'on lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi je suis dans la rue avec les autres citoyens du monde entier pour manifester, s'exprimer et dire à l'humanité que nous en avons ras-le-bol de tout ce qui cause et dérègle le climat. Selon eux, ce mouvement de protestation est une voie pour clamer les méfaits du réchauffement climatique qui proviennent des combustions des énergies fossiles. Ils espèrent ceci. Nous voulons une justice climatique et aussi équitable. Nous voulons, lors de cette COP, lors de cette rencontre mondiale, des engagements ambitieux, mais aussi réalistes. Et réalistes pour sauver l'humanité. Et réalistes pour secourir ces personnes vulnérables qui sont en Afrique, qui sont en Europe et qui sont partout dans le monde et qui souffrent des conséquences liées au changement climatique. Voici mon intérêt pour cette marche climatique aujourd'hui. Les manifestants attendent de cette COP23 la promotion de l'énergie renouvelable, le respect de l'accord de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, moyen de lutter contre les changements climatiques. La COP23 qui prend fin le 17 novembre. Et puisqu'on parle déjà de l'actualité hors du Bénin, on y reste pour rester toujours dans le domaine de l'environnement. À Douala, un jeune Camerounais a trouvé une idée originale pour débarrasser la ville des déchets plastiques. Il fabrique des pirogues avec des bouteilles en plastique recyclé. Reportage. Dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques sont omniprésents et envahissent les canalisations et les égouts. Pour y remédier, Ismaël a créé l'ONG Madiba et Nature. Avec d'autres bénévoles, il ramasse les vieilles bouteilles pour fabriquer des embarcations. Ici, il est question de cibler les drains dans la ville de Douala
et de collecter toutes ces bouteilles comme vous voyez là. Nous allons les collecter et nous allons les valoriser. Avec 1000 bouteilles de 1 litre, Ismaël a mis au point une pirogue de 5 mètres de long, pouvant embarquer 3 personnes. Une idée originale dans cette région côtière où la pêche est au cœur de l'économie locale. Il y a un vrai manque en pirogue pour la pêche. Plein de jeunes aimeraient pêcher, mais l'accessibilité, ça coûte cher. Une pirogue en bois traditionnelle, c'est entre 100 000 francs et 300, 500 000 francs. Alors, si on peut promouvoir et valoriser ces pirogues qui peuvent servir déjà pour les premières activités simples de pêche et encourager d'autres jeunes à entrer dans l'activité, donc c'est pour la pêche. Le prix d'une pirogue recyclée est affiché à 150 €, soit le prix d'une petite pirogue en bois. Les pêcheurs de Kibri, au sud de Douala, trouvent le projet intéressant malgré quelques réticences. La pirogue que je vois là, la pirogue est bonne. Il manque seulement que ça doit être solide parce qu'il y a un moment, pirogue de vagues. S'il y a trop de vagues, ça ne peut pas aller à la mer. Ismaël a investi toutes ses économies pour relever ce défi, soit 1 500 €. Après les pêcheurs, il espère séduire les touristes pour utiliser les barques écologiques comme des kayaks. Emmanuel Macron rend hommage ce lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, attentats qui avaient fait 130 morts en se rendant sur les lieux des attaques en compagnie notamment de François Hollande, a indiqué l'Élysée. Ces déplacements suivront chronologiquement les attentats en commençant par le Stade de France aux côtés notamment des élus locaux et régionaux. Il se rendra ensuite devant les restaurants et bars parisiens, cible des attaques en terrasse, le Carillon, le Petit Cambodge, la Botte-Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin au théâtre du Bataclan. Le 13 novembre 2015, la France avait été frappée par des pires attaques terroristes de son histoire. 9 tueurs font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris dans la salle de concert du Bataclan, oui, avec 90 morts. Aux terrasses de plusieurs bars et restaurants, 39 morts et près du Stade de France, 1 mort. L'organisation État islamique a revendiqué les attaques. Toujours en interactualité, au moins 36 personnes ont été tuées, plusieurs centaines de blessés dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie. La secousse a été enregistrée à une profondeur de 25 km à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Al-Adja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleymaniya, a affirmé l'Institut géographique américain. Elle a eu lieu à 18h18 GMT, a également été ressentie en Irak, qui enregistre provisoirement le bilan le plus lourd avec 30 morts, ainsi qu'en Turquie où ni dégâts ni victimes n'ont été enregistrés selon les sources. On parle maintenant du nouvel accord entre la Chine et le Vietnam. Ces deux pays sont parvenus dimanche à un consensus sur la gestion de leurs tensions en mer en Chine méridionale, une zone disputée et revendiquée par Pékin, a rapporté l'agence officielle China Nouvelle après une offre de médiation du président américain Donald Trump. Cet accord a été trouvé lors d'un entretien entre le président chinois Xi Jinping et le chef du Parti communiste du Vietnam à l'occasion d'une visite d'État de ce dernier à Hanoï. Les deux parties sont parvenues à un important consensus pour gérer les questions maritimes de façon appropriée et s'efforcer conjointement de maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale, rapporte Chine Nouvelle sans plus de détails. Cette mer, faut-il le rappeler, est cette mer stratégique où transite chaque année pour 5 milliards de dollars de marchandises, est réputée contenue sous le plancher océanique de vastes réserves de gaz et de pétrole. Les tensions récurrentes entre les deux pays riverains sont perçues comme une source potentielle de conflit en Asie. On va boucler maintenant, après avoir fait un tour aux États-Unis. Des milliers d'agriculteurs américains ont porté plainte en 2017 contre le dicamba, un herbicide commercialisé par 3 groupes dont Monsanto. Volatile, il ne reste pas toujours dans les champs sur lesquels il est épandu. Il s'éparpille parfois sur d'autres cultures, faisant beaucoup de dégâts. Reportage. Quelques mauvaises herbes dépassent encore suite à la dernière récolte de soja. Mais selon Perry, son terrain dans l'Arkansas n'a jamais été aussi propre. En bordure du champ, là où on n'a pas arrosé avec le dicamba, on voit des mauvaises herbes.
On a aspergé le champ jusqu'ici. On voit encore des fèves de soja par là. Le désherbant dicamba est utilisé depuis les années 1960 par les agriculteurs américains. Depuis 2016, une nouvelle formule y est commercialisée. Elle permet un épandage plus tardif, lorsque les plantes sont déjà sorties de terre, et plus seulement sur le sol nu. Seules les nouvelles semences génétiquement modifiées développées par Monsanto y résistent. Le pesticide est réputé volatile. À une dizaine de kilomètres du champ de Perry, une exploitation bio, Sean, redoute les évaporations sur sa récolte, destinée à la grande distribution. Ça ne nuit pas à ma récolte, mais si un produit non répertorié touche ma récolte, je ne peux pas la vendre. L'impact sur le rendement n'est pas encore connu, mais les agriculteurs touchés parlent de feuilles qui se creusent et se froissent. Plus de 2700 plaintes ont été déposées contre le dicamba aux États-Unis en 2017. Dans l'Arkansas, le sujet divise les agriculteurs lors de réunions publiques, très surveillées. Le frère de Kerin a été tué en octobre 2016 après une dispute avec un agriculteur à propos du dicamba. Cette année, elle estime que le pesticide a largement affecté l'exploitation familiale. Les droits d'un agriculteur s'arrêtent quand il commence à provoquer des dégâts et faire du mal aux personnes autour de lui. Monsanto est l'un des 3 fabricants du dicamba. Selon la multinationale, les agriculteurs utilisent parfois mal le pesticide et certains ont recours à une ancienne recette, plus volatile. Le produit peut être utilisé en toute sécurité s'il est appliqué conformément aux instructions. La volatilité ne propagera pas le produit au-delà de la zone tampon et elle ne causera pas de réduction de la hauteur des plantes ou de pertes économiques. Au début de l'été, l'Arkansas a suspendu l'utilisation du dicamba jusqu'à la fin des moissons. Il s'apprête à renouveler la mesure au printemps 2018. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information à 17h et puis à 20h avec Maury Yagua.